J'ai créé dans 2 terrariums un écosystème complet pour des fourmis asiatiques chasseuses, la Diacama rugosum. Laisse-moi tout te présenter, dans ces terrariums on a tout un panel de faune et de flore. Je pense que c'est une de mes plus belles installations à l'heure actuelle. Allez, c'est parti. Je vais te montrer d'abord rapidement tout l'équipement que j'ai mis à disposition de cet écosystème et après on va rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'il y a dans le terrarium, etc. Donc déjà, comme tu peux voir, on a 2 terrariums. Chaque terrarium a sa propre colonie de fourmis, je t'expliquerai ça un peu plus tard. Les deux sont composés d'une aire de chasse en plexiglas, celle-ci elle vient de Esthéticans avec le code Gigafourmi, pour ceux qui veulent la référence, et un nid béton cellulaire qui vient aussi du même fournisseur, sauf que le deuxième terrarium, les fourmis ont quitté le nid pour s'installer directement dans la terre. Ensuite, on a un tube de connexion qui relie le nid à l'aire de chasse, ça leur permet de faire les allers-retours. On a aussi un thermomètre qui lui vient de AliExpress, ça vaut 1€, 1,50€, et en fait tu as une petite sonde qui est directement branchée à l'intérieur du nid. Alors si on a un thermomètre, c'est parce qu'on a un câble chauffant qui fait le tour des terrariums et qui nous permet d'avoir de la chaleur. Celui-là, j'ai pas la référence, mais tu peux en trouver facilement sur internet ou AliExpress pour vraiment pas cher. Et ensuite, la dernière chose, vu qu'il y a des plantes dans cet écosystème, j'ai une petite lampe d'aquarium que j'ai démontée et accrochée à mon étagère, et elle est reliée sur un petit minuteur. Ça s'achète en magasin de bricolage pour environ 10 balles. Je pense que tu peux aussi le trouver sur internet, AliExpress pour vraiment pas cher. Et la lumière d'aquarium, c'est de la récup, tu peux trouver facilement ça dans des vides-greniers, etc. Donc voilà à peu près tout pour le tour de l'équipement. Donc on a une aire de chasse, un nid, on a de quoi contrôler la température, on a de la lumière, et puis pour l'humidité à l'intérieur du nid, j'ai un vaporisateur manuel. Et en fait, je vais t'expliquer, mais tu vas voir, le terrarium est fait pour garder l'humidité, ce qui fait que j'ai pas trop besoin d'humidifier. Alors maintenant qu'on vient de passer un peu le côté chiant technique avec le matos, mais c'est une partie qui pourra intéresser tous ceux qui veulent reproduire un setup similaire, on va regarder qu'est-ce que j'ai mis dans le terrarium. Alors là, on parle pas des habitants, mais vraiment des objets qu'il y a dedans, etc. Notamment le sol. Alors on commence par une petite couche de drainage. Une couche de drainage, c'est quoi? Quand tu humidifies, l'eau va couler au fond du terrarium, et pour pas qu'elle pourrisse, on a une couche de drainage. Donc c'est composé d'une fine couche de charbon actif. C'est du charbon d'aquarium, tu peux acheter ça en animalerie, il y a des petits sachets, tu l'ouvres et voilà, t'as ton charbon. Certains mettent aussi des billes d'argile, moi j'avais pas la place là. Il y a au-dessus une moustiquaire, on la voit pas parce que je l'ai cachée, et en gros ça permet que la terre ne se mélange pas avec la couche de drainage. Donc le substrat, c'est un mélange d'humus de coco, d'humus de lombric et de feuilles mortes broyées, stérilisées, qui permettent d'avoir un sol très riche pour la faune que je vais te présenter après. L'humus de coco et l'humus de lombric, ça se trouve facilement en jardinerie, et en fait l'avantage de ce sol, c'est qu'il va être très riche, il y aura un gros support bactérien, ce qui va permettre d'héberger une grosse faune qui vont m'aider à décomposer les déchets des fourmis, parce que je vais te présenter après ça, mais elles produisent énormément de déchets. Et puis au-dessus de tout ça, j'ai mis une couche de mousse qui permet en fait de retenir l'humidité. La mousse va absorber l'humidité, la rediffuser un peu, ça permet de garder un gros taux d'hygrométrie. Et plus pour la décoration, là j'ai une couche de feuilles mortes, mais ça va aussi servir à nourrir les petits animaux qu'il y a dedans, je te montre ça après. Et puis après, il y a 2-3 éléments de déco. Moi je suis issu de base des milieux aquariophiles, et on appelle ça le hardscape. C'est la décoration avec les pierres, le bois, etc. Donc on a un bois d'aquarium et des pierres que j'ai ramassées en nature et que j'avais nettoyées. Si tu veux voir plus en détail comment j'ai mis en place mes terrariums, j'ai fait des vidéos short dessus. Je te mets la playlist, tu fouilles un peu dedans, tu devrais les trouver très facilement, ça devrait être les premières vidéos de la playlist. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce terrarium? On a d'abord des petites bestioles blanches que tu peux voir un peu partout. Au début, j'avais introduit une toute petite colonie et elles se sont reproduites petit à petit grâce à l'abondance de nourriture, parce qu'elles se nourrissent du sol, mais aussi des nombreux déchets des fourmis. Ces petites bestioles blanches, c'est ce qu'on appelle des colimboles, et c'est un peu l'équipe de nettoyage de ce terrarium. Elles me décomposent la plupart des déchets et elles vont aussi manger les moisissures, ce qui nous arrange parce qu'avec un fort taux d'humidité comme ça, t'as souvent des moisissures et elles vont aider à les manger. Donc ça, si tu fais un terrarium pour fourmis, mais même je pense pour d'autres animaux, je pense que c'est vraiment obligatoire. Et puis elles sont assez rigolotes, elles sautent partout, j'en ai un peu partout, j'en ai même dans le nid des fourmis, parce que dans le nid des fourmis, avec la chaleur et l'humidité, ça avait créé de la condensation et un peu de moisissure, donc je pense qu'elles sont venues la manger. Donc j'en ai vraiment partout dans les 2 terrariums. Ensuite, on a quelques cloportes, la population est vraiment petite. En gros, eux, leur rôle, c'est aussi de décomposer les déchets, ils vont aider les colimboles dans ce rôle-là. Mais le problème, s'ils se développent trop, ils peuvent venir bouffer les œufs des fourmis. Donc faut bien contrôler la population de cloportes. Moi, je l'ai introduite sans faire exprès, c'est qu'en fait, il y avait quelques petits bébés cloportes minuscules avec les colimboles que j'ai mis de base, ce qui fait qu'ils ont grandi et se reproduit un peu, et j'ai une petite population maintenant de cloportes dans le premier terrarium. Le deuxième, je sais pas trop s'il y en a, mais c'est possible aussi. Et puis ensuite, dans ce terrarium, on a des plantes. De base, j'avais des phytonias, c'est des plantes magnifiques. Tu peux voir ça dans la playlist que je t'ai partagé un peu plus tôt dans la vidéo. Mais cette fourmi, la Diacama, elle te détruit les plantes, notamment celle du deuxième terrarium, parce que vu qu'elles ont fait leur nid dans la terre, elles ont fait les nids dans les racines et ça m'a bousillé les plantes. Ensuite,
Ensuite, dans le premier terrarium, on a une Monstera. Alors là, ceux qui connaissent un peu les plantes, ils vont me dire t'es fou, le machin devient énorme. J'ai eu plein de remarques comme ça. Et vous avez raison. Et c'est vrai qu'au tout début, quand je l'ai mis, je connaissais pas. Je me suis dit c'est une belle plante, vas-y, je la prends, je la mets. Et quand je me suis renseigné sur les Monstera, j'ai halluciné. Donc pour l'instant, je la laisse parce qu'en plus, c'est la seule plante assez solide que mes fourmis n'ont pas détruite. Et puis en fait, je la taille régulièrement. Tu peux voir les traces des coupes et on verra ce que ça donne si elle grandit trop. Et ben, je l'enlèverai du terrarium. Et puis, on a plein de mousse. Donc ça, je t'en ai parlé plus tôt. Elles me permettent de garder l'humidité. Elles servent aussi de matériaux de construction pour les fourmis et elles servent de lieu de vie pour notamment les colymboles et les cloportes qui vont se cacher dessous. Et du coup, les derniers habitants les plus importants de cet écosystème, qu'est-ce que ce serait sans elles? C'est les fourmis. La fourmi chasseuse asiatique, j'aime bien l'appeler comme ça. Vous savez que j'aime bien donner des noms un peu à mes fourmis. Les noms scientifiques, c'est important pour qu'on s'y retrouve, mais c'est un peu ennuyeux, tu vois. Moi, j'aime bien leur donner des noms un peu cool. Donc elle, à partir de maintenant, je l'officialise, c'est la fourmi chasseuse asiatique. Voilà, c'est comme ça. Donc j'en ai 2 colonies, une dans chaque terrarium, c'est la Diacama rugosum. C'est parti. La Diacama rugosum, c'est une fourmi tropicale qu'on retrouve dans un peu toute l'Asie. Elle a une répartition assez large sur ce continent. Je vous mettrai sûrement une photo de HantsMap. C'est un site qui te montre la répartition de telle ou telle espèce de fourmi dans le monde. Ça, c'est cadeau. Et c'est une fourmi un peu spéciale parce que déjà, elle est chasseuse. Moi, j'adore ça. Je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Je te dis ça tout au long de la vidéo. Sa particularité, c'est qu'elle n'a pas de reine. Tu sais, je te le montre souvent. La plupart de mes fourmis ont des reines. Et ben, celles-ci, elles ont ce qu'on appelle un gamergate. Un gamergate, c'est quoi? Pour te faire très simple, c'est une ouvrière qui est fécondée et c'est elle qui gère toute la ponte dans la colonie, mais il n'y a pas de reine, il n'y a qu'une ouvrière qui est la gamergate, on peut pas la différencier des autres fourmis, et en fait dès la naissance de base tes ouvrières elles ont la capacité de se reproduire, mais la gamergate qui est dominante va les castrer entre guillemets, elle va leur enlever l'organe qui leur permet de se reproduire, elle va l'arracher elle-même, ce qui fait qu'elle gardera ce rôle de pondeuse. Et puis pour la reproduction, il crée des mâles tout jaunes, tu vois moi j'en ai plein dans les colonies, et ces mâles vont s'envoler et aller féconder de jeunes ouvrières qui n'ont pas été castrées d'autres colonies. Donc je te l'expliquais un peu à ma manière, mais je t'invite à te renseigner sur internet si tu veux avoir plus de détails sur ce mode de reproduction. Et du coup les mâles en élevage ils peuvent pas se reproduire, nous on essaye de les reproduire mais on n'a pas réussi pour l'instant, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a 2 colonies. Et du coup ce qu'il advient de ces mâles en élevage c'est qu'ils meurent parce que les mâles ne vivent vraiment pas longtemps et vu qu'ils arrivent pas à se reproduire, ils essayent de s'envoler, bah, au bout d'un moment ils meurent. Donc c'est une fourmi très sympa parce que du coup tu peux avoir des mâles assez facilement. Faut savoir que chez cette espèce c'est des colonies de fourmis qui vivent vraiment pas longtemps, en général ça va vivre 2-3 ans parce que la durée de vie se cale sur la durée de vie de la gamergate. Et vu que ta gamergate c'est pas une reine qui peut vivre 20 ans comme les autres reines fourmis, c'est une ouvrière normale donc elle vit 2-3 ans tu vois. Donc ça peut être bien pour ceux qui veulent pas prendre des fourmis qui vont avoir sur le dos pendant 20 ans, là tu sais que t'en as que pour 2-3 ans, et puis ça fait pas des colonies énormes donc tu peux garder ça dans des setups assez petits quand même comparé à des colonies de fourmis qui sur le long terme deviennent énormes. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces fourmis sont de la famille des ponérines, c'est un type de fourmis un peu primitive qui ont la capacité de chasser et surtout qui peuvent piquer. En fait elles ont un dard dont elles peuvent se servir pour la chasse ou pour la défense. En général c'est pour la défense, mais chez cette espèce là elles hésitent pas à utiliser le dard à tout va, elles piquent, elles piquent, elles piquent, c'est un truc de fou quand elles chassent, c'est incroyable. Donc attention s'il y en a qui veulent élever ça, rappelez-vous que ça pique. De toute façon on le voit à la dégaine de la fourmi, que c'est vraiment une fourmi faite pour la chasse, elles ont aussi une vue plus développée que les fourmis en général, même si c'est pas non plus une vue exceptionnelle. Donc je crois que c'est à peu près tout sur le tour de l'espèce en soi. Je t'invite à me dire en commentaire si tu penses que j'ai oublié des points importants. Quels sont mes paramètres de maintien de cette fourmi? Vous avez vu dans la partie 1 tout l'équipement que j'ai pour chauffer, etc. Donc la température dans le nid, je la garde vers 26-27. Sur la vidéo, elle est à 24 parce que j'avais désactivé le chauffage pour faire des vidéos, déplacer les terrariums, etc. Mais en règle générale, c'est à 26-27. Sur le thermomètre, tu vois aussi qu'il y a affiché un chiffre en pourcentage. Ça, c'est l'hygrométrie. C'est le pourcentage d'humidité qu'il y a dans le nid. La valeur optimale, c'est 80%. Après, j'ai remarqué que ces fourmis-là sont assez tolérantes. Elles sont pas hyper fragiles, donc ça peut descendre à 60, 70 ou monter à 90, mais c'est vrai que si tu arrives à le stabiliser autour de 80%, c'est vraiment le must. Ensuite, pour la nourriture, elles mangent énormément d'insectes. Je t'ai dit plus tôt dans la vidéo qu'elles étaient chasseuses. Les fourmis de la famille des ponérines en général, souvent, ça accepte que les insectes vivants, courent un peu partout et tout, ça les stimule. Et ce qui est bien avec les Diacama, c'est qu'elles mangent aussi du mort, elles sont vraiment pas chiantes pour des ponérines. Donc moi je varie, je leur donne beaucoup de types d'insectes différents, ça peut être des vers moriaux, des vers de farine, mais le plus régulièrement c'est des blattes redrunners, ça m'arrive aussi de leur donner des fois des criquets. Un coup je le donne mort, un coup vivant. Quand je donne vivant, il faut savoir que je donne toujours une proie adaptée en termes de taille, je donne pas des proies géantes parce qu'elles vont peut-être réussir à la tuer mais elles vont galérer, c'est pas naturel, le truc va être enfermé dans le terrarium et secouer toute la colonie. Donc moi ce que j'aime bien faire,
c'est donner une proie qui va être 3-4 fois plus grosse, 5 fois plus grosse que l'ouvrière, mais que j'ai blessé un peu avant. Donc quand tu l'attrapes un peu à la pince, ça va blesser un peu ta proie, qui fait que ça va faciliter la tâche aux fourmis, mais en même temps, tu vas pouvoir observer un peu la chasse, les piqûres et tout. C'est hyper cool à voir. Et tu vas voir que c'est une espèce très agressive. Aussi, comparé à d'autres fourmis de la famille Ponérine qui, elles, n'en mangent pas, elles mangent énormément de liquide sucré. Et c'est d'ailleurs très cool de les voir faire. En fait, elles viennent et elles se plongent la tête dans le liquide, c'est incroyable. Et elles ressortent avec des gouttes qu'elles arrivent à tenir. Et puis après, elles les emmènent dans le nid et puis elles vont se le donner entre ouvrières, elles vont se nourrir entre elles. C'est vraiment sympa à voir ça aussi. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans cette espèce, je vais vous donner dans la prochaine partie mon retour d'expérience dessus. Donc mon retour d'expérience sur ces fourmis, après quelques mois à les avoir, j'ai 2 colonies, j'ai mon pote fourri masqué qui est à côté de chez moi qui a aussi lui 2 colonies, ça fait qu'à nous deux on en a 4, donc en 6 mois là on a accumulé vraiment beaucoup d'expérience autour de cette espèce. Donc moi ce que je peux vous dire dessus, c'est que déjà les débutants, les très jeunes, oubliez cette espèce pour plusieurs raisons. Pour des ponérines c'est facile, mais par rapport aux fourmis lambda c'est beaucoup plus dur, parce que va falloir que tu aies du substrat, va falloir que tu aies des petites collemboles, au niveau de l'humidité, la chaleur et tout, ça peut être galère à gérer pour un débutant, ça demande plus de patience que d'autres types de fourmis, donc vraiment je la conseille pas aux débutants et aux très jeunes, surtout qu'il faut quand même un sacré budget pour acheter tout le matos et les fourmis qui sont pas donnés. Et puis surtout pour les débutants et les jeunes, c'est parce qu'elle pique, la piqûre est très douloureuse, tu vas avoir pendant quelques minutes le membre sur lequel elle t'a piqué qui est un peu comme des petites paralysies, et puis ça va te faire très mal pendant 24 heures, et tu peux garder la trace de la piqûre pendant 2 semaines, tu vois. Donc ça rigole pas, et puis surtout tu peux faire des allergies à la piqûre, donc attention les très jeunes. Moi je la conseillerais à des adultes qui vont être plus patients et minutieux que les jeunes, donc des adultes qui ont soit déjà pas mal d'expérience dans la terrariophilie. Tu peux commencer l'élevage de fourmis avec cette espèce si pour moi tu as déjà eu une bonne expérience en terrariophilie, et sinon ceux qui ont déjà taquiné un peu la fourmi, qui ont intégré toutes les bases et surtout qui sont très patients et minutieux, je pense que vous pouvez foncer, ça peut le faire assez facilement. Il faut savoir que ces 2 terrariums, c'est mes tout premiers terrariums à fourmis. J'avais déjà eu des terrariums plantés pour d'autres animaux, mais c'était les premiers que je faisais pour des fourmis et ça m'avait été énormément demandé sur la chaîne, donc je pense que c'est une réussite. Je t'invite à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que pour toi c'est réussi? Donc écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire le tour de ces installations, vous avez dû le voir un peu dans mes intonations, j'en suis assez fier, tu vois. Ça fait plaisir d'avoir des formats un peu plus longs comme ça que des shorts ou des TikTok, et si ça peut vous aider, vous voyez, à faire les vôtres et à vous améliorer là-dedans, franchement ça fait plaisir. Donc pense à liker, à t'abonner si t'as kiffé cette vidéo, et si tu veux avoir des conseils pour tes élevages de fourmis, t'améliorer, discuter avec d'autres passionnés, je t'invite à rejoindre notre groupe Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Ciao ciao!